Au niveau de cette vidéo, nous allons aborder un point fort important de la conception architecturale, à savoir celui de la programmation architecturale et le principe d'organisation spatiale. Cette communication sera abordée en trois parties. Première, la programmation architecturale proprement dite. La deuxième, c'est le dispatching des entités fonctionnelles identifiées suite à la programmation architecturale. Et enfin, le principe de distribution, de mise en connexion des différentes entités à travers différents critères que nous allons voir au niveau de cette communication. Premièrement, donc, la programmation architecturale. Lorsque nous abordons la question de la programmation architecturale, nous devons aborder trois points que nous allons développer en détail, que nous allons juste présenter rapidement ici, que nous allons développer en détail au sein de la communication. Le premier point est celui de la vocation, tel que nous voyons ici lors de projets de fin d'études réalisés par Gawa Wissem et Hamoud Al-Qader Sami dans la spécialité PICA, projet intégré et qualité architecturale en 2012, pour leur projet de PFE, donc la station 2.0 Informatique Outilimi. Ils ont identifié ici d'une manière assez ludique un ensemble d'objectifs auxquels devait répondre leur projet, à savoir tels que par exemple trouver de bruit à la maison pour lire en paix, donc comme quoi la programmation d'une salle de lecture pour les personnes qui seraient intéressées, ou je prendrais bien un café, un petit café, donc la présence d'un lieu de regroupement pour les gens du quartier. Je comprends rien en maths, comme quoi il va y avoir aussi la possibilité de créer donc des cours de soutien au sein de ce lieu. Je suis complètement perdu au boulot à cause de l'outil informatique, donc la formation la programmation d'une série de cours sur l'informatique, etc. Donc, la première des choses à établir au sein d'un projet, avant de commencer sa programmation, l'identification de la vocation ou des vocations pour être plus précis auxquelles il doit répondre. Suite à cela, on identifie les usages, ou plus exactement les usagers, à travers les différents usagers qui vont occuper les lieux. Donc nous allons identifier l'ensemble des usages auxquels ils vont avoir recours, et donc auxquels il faudra prendre en compte au sein de la programmation et de la conception architecturale. Nous voyons ici par exemple à travers le travail réalisé par Monsieur Telfos chez les Fédélis dans le cadre de son projet de PFE soutenu en 2016 dans la spécialité MAD, matériaux, architecture et matériaux, ambiance et détails architectural, spécialité qui a été encadrée par Monsieur Mehdi Bennaïm, Monsieur Alfred Palamel et moi-même. Donc l'étudiant a cherché à ce niveau-là de trouver, à travers une réflexion faite à partir des croquis, l'identification de la spatialité d'un espace bien spécifique qui est celui donc de l'espace de lecture et d'échange et de travail de groupe, où il a identifié les usagers comme étant des personnes qui ont besoin en même temps de se prendre un petit café, discuter un peu ensemble et donc de pouvoir créer du bruit et pouvoir en même temps donc permettre à d'autres de pouvoir s'isoler au sein de ces petites bulles, donc ce petit cube de verre qui en même temps permettent la mise en connexion, l'utilisation de la lumière, le profitage de la lumière, tout en s'isolant par rapport au bruit et permettre donc la concentration des uns et des autres. Donc à travers donc l'identification donc de la vocation, il a identifié les usagers et donc il a commencé à identifier les usages et la pratique, comment ils allaient pouvoir utiliser et pratiquer cet espace. Suite à l'identification donc de l'usage et de ces différents usages, on peut passer à la troisième étape qui est l'identification de l'espace, donc la conception et l'identification des traits de caractère auxquels devraient répondre les différents espaces. Nous voyons ici à travers le travail de Doria Clotage dans son travail de troisième année réalisé durant l'année 2019 pour son projet de fin d'année au sein de notre atelier avec Monsieur Rafet Laimouche. L'étudiante commence à identifier ici, par exemple, pour son projet qui était le Business Center, avec l'existence d'un restaurant panoramique, et donc pour pouvoir profiter de ce cadre de vue, donc elle commence à essayer de réfléchir sur le dimensionnement, les proportions, les grandeurs, la programmation de mezzanine, la projection de vue, l'intégration de l'éclairage zénithal, tout ceci, l'intégration de la végétation, autant de petits paramètres qui sont fondamentaux pour elle, pour pouvoir permettre donc la création de l'espace agréable. Donc, identification de l'espace à travers ces traits de caractère, ces dimensionnements. Abordons donc ces trois questions point par point. Premièrement, donc la vocation. La vocation est dépendante, premièrement, dépendante de deux paramètres, à savoir donc l'identification de l'échelle du projet. Donc, comme j'ai l'habitude de communément de dire avec mes étudiants, donc identifier pour un langage footballistique, dans quelle division jouerait le projet, est-il donc appelé à jouer dans la Champions League ou un interquartier. Donc identifier l'échelle ou voir les différentes échelles auxquelles le terrain dans lequel on se trouve, donc le projet que nous allons réaliser, devrait répondre. La deuxième, c'est l'identification des usagers. Sans identification des usagers, il est totalement impossible de pouvoir identifier donc ce type de vocation, parce qu'un projet n'est pas
réalisé dans l'absolu, mais il est identifié par rapport à un certain type de personnes. La question aussi ne devrait pas être abordée par rapport aux dynamiques actuelles, mais par rapport aux dynamiques actuelles et futures. Il serait quand même assez débile, voire carrément, enfin, comme je le dis, il serait quand même assez débile de concevoir un projet pour rapport à un environnement qui est appelé totalement à changer suite aux différentes stratégies d'évolution urbaine et qui va conduire à ce que nous, par exemple, un terrain qui se trouve actuellement dans un site jouant à l'échelle du quartier, mais avec la programmation de nouveaux projets urbains, eh ben, il se retrouvera à jouer à l'échelle de la ville, et ben, la programmation que nous ferons sera totalement décalée par rapport à cela au bout de 1, 2, 3 années maximum. Donc il faudrait, pour l'identification de l'échelle, aussi la recherche des différents types d'usagers qui vont pratiquer l'espace, d'étudier aussi bien les dynamiques actuelles, mais d'étudier à travers les différents projets futurs, les dynamiques futures, à quelle échelle, quel type d'usagers pourront pratiquer et se retrouver dans notre espace. Ceci est identifié à travers deux paramètres. Premièrement, l'accessibilité. Donc, quelles sont les différentes personnes qui puissent accéder à notre projet. Et deuxièmement, la connectivité. À quoi il est connecté notre terrain. Ce sont deux choses complémentaires mais différentes, à savoir l'accessibilité, c'est l'identification donc de la possibilité que des personnes, même venant de très loin, peuvent accéder à notre projet. Par contre, la connectivité, c'est à quoi le projet est directement connecté et relié dans son environnement immédiat. Tout ceci est identifié à travers ce que nous appelons les sources d'alimentation. Donc, les sources d'alimentation qui vont donc alimenter le projet et le site par les usagers qui vont utiliser le projet. Et les sources majeures d'alimentation sont soit les pôles d'activité, tels que les centres commerciaux, un pôle universitaire, un quartier résidentiel, donc autant de lieux où peuvent se regrouper une densité importante de personnes en même temps, mais aussi à travers les modes de mobilité et de déplacement, tels que les stations de métro, le bus, tramway, train, et j'en passe. Prenons un exemple pour voir un peu comment on pourrait identifier ces éléments-là. Donc, à travers la lecture, par exemple, qu'a réalisé mademoiselle Bouaraba Kahina pour son projet de PFE sur le site sur lequel elle a eu à intervenir, qui se trouve au niveau du quartier d'Isly, en dessous du palais du gouvernement. Donc, la première des choses, c'est qu'elle a pu identifier que son site était accessible à partir de 3 rues différentes qui donnaient sur des échelles différentes. Premièrement, la Dr Saadan, qui est une échelle de la ville, la rue du Douchmourad, plutôt la rue l'Arbi Ben Mehdi, ex-rue d'Isly, qui aussi est à l'échelle de la ville, mais qui a forte densité piétonne, et la rue intérieure Idriss Mohamed Bey, qui est une rue qui est juste de distribution locale du quartier, limite une sorte d'impasse. Elle a pu ainsi déterminer à partir de cela que son terrain joue à différentes échelles, aussi bien l'échelle de la ville que l'échelle du quartier. Et qu'elle a pu identifier que l'alimentation en piéton de son site qui se trouve à ce niveau-là, ici nous retrouvons le palais du gouvernement, donc est fondamentalement alimentée à travers la rue l'Arbi Ben Mehdi. Là, nous voyons donc quelques polarités qui tournent autour du projet qui pourraient soit alimenter le projet, soit auquel il faudrait travailler parce que peut-être ça peut amener un type de personnes ou d'usagers qui ne nous intéressent pas à prendre en charge au sein de notre projet, donc dans lequel le paramètre va déterminer comment nous allons intervenir pour éviter qu'il y ait connexion entre les deux en jouant sur l'ouverture, la fermeture des parois, sur le positionnement des accessibilités, etc. Dans le cas du projet de mademoiselle Bouaraba Kahina, ce qu'elle a noté comme fondamental existant tout autour d'elle, c'est la présence d'un primaire, de salles de cinéma, d'une caserne militaire un peu plus loin, du palais du gouvernement et surtout d'une grande densité d'habitation tout autour. Pour ce qui est de l'accessibilité à l'échelle plus grande, elle a pu identifier à travers la présence à proximité de la station, d'une double station de métro, à savoir celle de la Grande Poste et celle de l'Arbi Ben Mehdi, de la place des Martyrs, et bien que son site était accessible à une échelle beaucoup plus importante que celle de son quartier, puisqu'il pouvait relier facilement à travers la station de métro en l'espace de moins d'1 heure de parcours entre métro et à pied, aussi bien donc les pôles universitaires de Al-Harraj, de Bab Souar, la présence aussi à côté du pôle universitaire de la fac centrale,
et aussi la présence de la place des Martyrs, qui est une place qui joue à l'échelle de la ville, ou la Grande Poste aussi, une place qui joue à l'échelle de la ville, ou Tefoura aussi, avec la présence de bus qui joue à l'échelle de la ville, et la présence aussi de taxis à proximité. Donc autant de différentes polarités de mobilité tout autour, à travers donc la présence de stations de taxi, de stations de bus, de stations de métro, qui font que le site est accessible à une grande échelle. Et surtout, ce qui l'avait intéressé, c'est de voir qu'il était fortement accessible à travers les différentes populations estudiantines, que ce soit le pôle universitaire de Zouar, de l'Harrach ou de la fac centrale. C'est pour cette raison-là qu'elle a orienté son projet vers une game zone, donc un équipement destiné aux jeux virtuels et numériques à cette population qui est intéressée, donc cette population fondamentalement estudiantine, mais aussi la population jeune telle que présente au niveau de son site à travers la présence d'écoles et de collèges. Identifier l'échelle auquel intervient le projet et identifier les différentes dynamiques qu'il y a autour. Donc nous avons pu identifier les différents types d'usagers qui existent sur le site et donc pu isoler celles ou ceux avec lesquels le projet devra interagir et auquel nous voudrions travailler. Suite à cela, nous pouvons identifier les différentes vocations. Donc il n'y en a pas qu'une seule pour un projet, il est rare qu'il ne possède qu'une seule vocation. Mais donc identifiant les différentes vocations auxquelles le projet doit répondre et qui vont nous servir donc de pouvoir établir notre programmation. Donc, grâce à ces différentes vocations, nous voyons donc un exemple ici identifié par Monsieur Bouchafa Abdallah et Mademoiselle Youssef Khouja Dalia lors de leur PFE de 2011 dans la spécialité PICA sur une maison de l'enfance et un appart-hôtel. Ces derniers ont identifié donc sur la question de la maison de l'enfance un certain nombre de vocations. Il y avait des vocations principales, loisirs éducatifs et liens sociaux, et donc que l'enfant devait pouvoir dans ces lieux-là éveiller l'esprit, jouer pour jouer, jouer avec les autres, apprendre en jouant, libérer son énergie, stimuler son imagination, et dans le cadre du lien social, donc développer sa capacité au respect, à la solidarité, à l'ouverture, au dialogue, au partage, à l'échange, à l'interaction et à la mixité sociale. Nous allons prendre d'ailleurs, pour avoir le même fil conducteur, le travail de M. Bouchafa Abdallah et Mme Youssef Khouja Dalia pour l'identification des différents éléments sur les points que nous avons identifiés, à savoir la vocation, les usagers, les espaces, etc. Donc, après avoir pu identifier les différentes vocations, nous commençons à établir la programmation. Et donc la programmation, il faut savoir une chose, c'est qu'elle tient aussi compte de deux paramètres fondamentaux. Premièrement, c'est celui du seuil. Donc la vocation est dépendante donc, du seuil. Que veut dire le seuil? Le seuil est vu par rapport à l'utilisateur, à l'usager. Donc c'est la distance qu'accepterait n'importe quel usager pour pouvoir accéder pour un certain type de service. Ces deux notions-là, le seuil et celle que nous verrons plus tard, ont été identifiées par, si j'ai une bonne mémoire, par M. Antoine Bailly, dans ses réflexions sur l'urbanisme et la ville. Et donc il dit que le seuil, c'est la distance qu'accepterait une personne de traverser pour pouvoir avoir accès à un service. Par exemple, on accepte de pouvoir se déplacer, de faire une marche de 10 à 15 minutes pour pouvoir acheter du pain, aller se sentir boucher, mais par contre, il est tout à fait normal qu'on accepte le fait de rouler pendant une heure et demie pour avoir accès à un aéroport. Ceci dit, il est totalement intolérable pour nous de pouvoir traverser 4-5 heures de temps pour pouvoir acheter une baguette de pain ou avoir accès pour payer sa facture d'eau ou un truc du genre. Donc normalement, ce sont des services qu'on accepterait d'avoir assez proches de soi, mais qu'il y en a d'autres tels que l'hôpital, un grand service d'hôpital, de chirurgie, par exemple sur la chirurgie cardiovasculaire, donc c'est une chirurgie d'opération assez lourde, nous acceptons donc que l'hôpital soit à une distance un peu plus importante et acceptons donc de faire 1 heure à 2 heures de parcours. Nous acceptons aussi que l'université ne soit pas totalement à côté. Par contre, nous n'acceptons pas le fait que le primaire ou la crèche de nos enfants ne soit pas dans un rayon d'une dizaine, quinzaine de minutes. Nous n'acceptons pas que l'école primaire de nos enfants soit située à marche à pied à plus de 2 heures de temps. C'est normalement donc ces logiques-là qui permettent donc d'identifier donc le seuil, c'est la distance qu'accepte une personne à parcourir pour pouvoir accéder à un service. De l'autre côté, et vu par rapport à l'équipement et au service, il y a la notion de portée.
Donc la portée, c'est le rayon sur lequel doit intervenir un service ou un équipement pour pouvoir être rentable. Par exemple, un aéroport, il n'accepterait pas d'avoir un rayon sur un simple village de 200 bonhommes. Lui, il voudrait rayonner sur une aire métropolitaine avec des millions de personnes, sinon il ne serait pas du tout rentable. Aussi, un boulanger est dans l'incapacité de pouvoir rayonner sur toute une ville pour pouvoir être rentable, parce qu'il devrait répondre donc à des millions de demandeurs, ce qui lui serait totalement impossible en tant que boulanger. Donc, la portée, c'est l'aire sur lequel doit intervenir un équipement ou un service pour pouvoir être rentable. Il ne se calcule pas seulement par la distance, en termes de kilométrage, mais il se calcule aussi par rapport à la temporalité et par rapport au nombre de personnes, que ce soit le seuil ou la portée. Ce sont des notions qui ne sont pas liées seulement à la question de la distance, mais aussi à la question du nombre de personnes et aussi du temps alloué pour pouvoir se déplacer vers ces services et ces équipements. Donc, deuxième point, passons à la question de l'usager et de l'usage. Donc après avoir identifié la vocation et les différentes vocations auxquelles doit répondre le projet, nous allons commencer à identifier donc les différents usagers. Notons que l'usager est de différents types. Il peut être humain, certes, mais il peut être aussi un objet ou un animal. Par exemple, si vous prenez la conception d'une bibliothèque, l'un des usagers principaux, c'est le livre. Donc c'est un objet qui va donc, on doit identifier tout son cheminement, tous ses besoins, la façon avec laquelle nous allons pratiquer, utiliser le livre au sein de la bibliothèque. Si nous sommes dans une pharmacie, c'est le médicament aussi qui est fondamentalement important. Si nous sommes dans un restaurant aussi, c'est tous les aliments, donc différents types d'aliments, etc., etc. Et donc aussi le même pour les animaux, si nous concevons par exemple un vétérinaire, une clinique pour animaux, donc pour le vétérinaire, effectivement il faudrait réfléchir, ou un abattoir, il faudrait réfléchir sur le cheminement des animaux dans les différents usages qui vont être pratiqués au sein de ces équipements. Nous identifions en général différentes catégories donc d'usagers. Premièrement, ceux que nous appelons la catégorie cible. C'est la raison pour laquelle c'est les personnes ou les objets ou les animaux pour lesquels fondamentalement l'équipement a été conçu ou va être conçu. Par exemple, si nous prenons l'université, c'est fondamentalement les étudiants. Donc c'est la population cible par excellence, c'est l'usager cible par excellence, et donc c'est envers lui et par rapport à lui que nous allons commencer à réfléchir à l'organisation des espaces. À part cette catégorie cible, nous allons parler aussi des catégories du fonctionnement. Si je prends toujours l'exemple de l'université, le fonctionnement, l'université, l'étudiant va à l'université pour étudier. Et donc, ça ne peut fonctionner sans la présence d'enseignants. Donc, tous les enseignants et les chercheurs sont là pour compléter, donc assurer la formation des étudiants. Donc, c'est une catégorie qu'il faut identifier en fonction de l'équipement dans lequel on se trouve. Si nous reprenons l'exemple de la médiathèque pour enfants conçue par nos chers Abdallah et Dalia, la population cible, c'est les enfants, et le fonctionnement, donc, c'est toutes les maîtresses, les enseignantes qui vont venir accompagner l'enfant, et les animatrices qui vont venir accompagner les enfants pendant la journée pour les occuper sur les différentes activités. Mais ces deux catégories, que ce soit donc la catégorie de la population cible ou la population de fonctionnement, ne peuvent pas pouvoir gérer le projet sans la présence donc, de la troisième catégorie aussi, qui est la logistique, qui elle se divise en deux parties. Elle peut être donc de nature matérielle, donc par exemple dans la crèche, l'achat des biberons, du lait, l'achat aussi donc des jouets, etc. et tout, donc autant d'éléments qui sont fondamentaux pour pouvoir gérer la crèche, mais aussi donc tout le personnel de gestion qui lui n'interagit pas directement avec la population cible, mais c'est lui qui permet donc à ce que la population cible puisse trouver toutes les commodités pour pouvoir avoir accès aux usages pour lesquels elle est venue dans cet équipement-là, et permettre au personnel de fonctionnement, donc les usagers de fonctionnement, de pouvoir répondre aux besoins des cibles, donc par exemple dans le cas de l'université, à savoir les enseignants universitaires. Donc il y a, comme je viens de le dire, donc on rappelle, il y a aussi bien donc une logistique de type matériel, mais aussi d'un personnel administratif, de nettoyage, d'économat, etc. Et tout qui puisse assurer donc la logistique qui permet donc à la population cible, à la population de fonctionnement de pouvoir travailler le plus normalement du monde et répondre aux objectifs de l'équipement. Donc,
À travers cela, donc, nous allons identifier les différents usages. Après avoir donc identifié les usagers fondamentaux, ceux qui permettent le fonctionnement, la logistique, nous allons commencer à identifier par rapport à chaque catégorie les différents usages que ces derniers vont vouloir pratiquer pour assurer de commodité maximum au sein de l'équipement. Et pour pouvoir y arriver, donc, nous allons établir tout un ensemble de scénarios usager par usager. Ainsi, avant d'entamer la question des scénarios et des modifications spatiales, donc nous voulons préciser quelques petites notions. Premièrement, l'usager, il y a eu tendance, pourquoi nous préférons utiliser le terme usager et non pas fonction et fonctionnalité? Parce que, en général, la fonction est assez standardisée à l'échelle mondiale, donc en voulant le retrouver un standard mondial qui permet donc de travailler de la même manière, quel que soit dans un endroit ou un autre, pour un équipement ou un autre, quelle que soit la fonction. Alors que l'usager, si nous prenons par exemple une personne pendant l'hiver, on a d'ailleurs tendance à dire qu'une personne a, en moyenne, se mesure une unité de passage à 60 cm de large. En réalité, qu'une personne soit en hiver ou en été, eh ben, elle ne possède pas la même largeur. Parce que tout simplement, elle l'occupe pas avec ses habits, avec une doudoune, un manteau, des tricots, des pulls épais, etc. Et tout, eh ben, nous prenons de l'épaisseur et donc la moyenne de 60 cm tendrait plutôt à aller vers le haut. En été, c'est carrément l'inverse. On a à peine un t-shirt sur la peau, avec à peine un Bermuda tel que ce personnage, et ben, les dimensions se verraient totalement vers le bas. Nous prenons ici l'objet, par exemple, tout à l'heure on disait que l'usager n'est pas seulement que des personnages, mais ça peut être aussi des objets. Par exemple, quand nous sommes à la gare, et il faut savoir quel type de gare. La gare d'un train normal ou d'un train de TGV, et ben, le dimensionnement des rails, le dimensionnement, pour l'anecdote, est-ce que c'est vrai ou pas, ou c'est une blague, mais on dit que la taille de la fusée Ariane, je crois, ou la fusée plutôt plutôt la navette spatiale américaine, le dimensionnement de la navette spatiale américaine a été dépendant de la taille de l'arrière-train d'une vache ou d'un taureau. Ben ça a l'air d'être bizarre comme ça, mais si on rentre dans les détails, et bien tout simplement, c'est que tout le matériel pour acheminer la construction et le montage de la navette spatiale s'est fait à travers le rail et le train, qui lui-même, c'est le rail à la base, c'était une charrette dans la dimension, donc c'est la dimension d'une charrette qui était établie à partir de la dimension de l'arrière-train d'un taureau qui lui tirait, donc le bœuf qui tirait le taureau qui tirait la charrette, et ben donc c'est le derrière d'un taureau qui a dimensionné une charrette, qui a dimensionné les rails, qui a dimensionné le train, qui a donc dimensionné les éléments qui vont conduire à fabriquer la navette spatiale. C'est une petite anecdote comme ça qui nous essaie d'expliquer aussi que donc les éléments sont reliés entre eux, et donc plus on comprend un usage, plus on comprend les différents éléments, et plus on peut être précis dans le dimensionnement et dans la programmation. Nous insistons encore pour dire que l'usager, donc certes, il y a des normes un peu standards de par le monde pour faciliter la vie, mais il ne faut pas les prendre pour argent comptant tout le temps, et donc considérer qu'il est important de s'intéresser à l'usager, et donc plus on s'intéresse à l'usager, plus on est concentré sur lui, et plus on permet de faire une programmation plus pointue, plutôt qu'une programmation généralisée et standard, qui en général ne donne pas de très bons résultats. La deuxième chose par rapport à l'usage, aussi encore une fois, nous voulons parler d'usage et non de fonction pour cette raison-là. Prenons ne serait-ce que l'exemple des toilettes. Eh ben, que vous soyez avec des toilettes turques, ou des toilettes à l'anglaise, eh ben, ça veut dire que vous n'êtes pas en rapport avec les mêmes types d'usagers. C'est-à-dire que la pratique de l'espace n'est pas le même. Il est clair que essayer de rentrer dans les toilettes turques avec des pantalons n'est pas la chose la plus aisée. Limite, il faudrait prévoir des porte-manteaux, non pas pour porter des manteaux, mais pour porter des pantalons. Donc se retrouver à enlever totalement le pantalon pour l'accrocher, pour pouvoir être dans ses aises et pratiquer. Et encore, je suis pas sûr. Il faudrait peut-être accrocher des poignets à gauche et à droite pour pouvoir être à l'aise. Donc à moins que nous avons eu la pratique depuis notre plus jeune enfance de ce genre de lieu, ou alors aussi avec les vêtements qui vont avec, tels que les gondoras, les ramis et compagnie. Donc nous voyons que juste là, en parlant sur la question seulement des toilettes, eh ben, la question de l'usager est fondamentale. Quand nous soyons par rapport à des personnes qui ont plus la pratique du pantalon ou plus la pratique du ramis et de la gondora, eh ben ce n'est pas la même chose. Donc ça veut dire que si nous voulons faire une programmation bien précise, bien pointue, il faudrait nous intéresser à l'usager et non pas à la fonction dans l'absolu. Et ceci, c'est même sans pouvoir parler aussi
Si nous rentrons encore dans le détail, est-ce que ce projet est destiné à des personnes en situation de handicap, donc à se retrouver à devoir dimensionner les choses encore différemment, que ce soit pour des cuvettes à l'anglaise ou des cuvettes à la turque. Attaquons maintenant la question de l'espace. Donc après avoir identifié les différents types d'usagers, donc on dira N usagers, nous allons commencer à établir les scénarios pour chacun d'entre eux. Concrètement, cela consiste donc à essayer d'identifier le parcours d'une personne dès qu'elle débarque au sein du projet et comment elle va évoluer tout le long de la journée ou tout le long du temps qu'elle va passer avec nous. Prenons l'exemple de la maison de l'enfance réalisée par Bouchra Abdallah et Youssef Hoja Dalia. Donc, l'enfant, donc là nous avons le scénario de l'enfant, donc il est entré, il arrive, il est accueilli, il se change, il s'adapte au lieu. Cette notion est assez importante, nous y reviendrons plus tout à l'heure par rapport à ce projet-là pour comprendre encore, plus on rentre dans le détail, plus on s'intéresse à l'usager et plus on comprend pour pouvoir réaliser des programmations et des projets architecturaux et des spatialités plus intéressantes. Donc, après qu'il s'est adapté, il a le choix soit entre aller s'amuser de différentes manières, courir, faire escalader des murs, jouer en groupe, ou sortir prendre l'air. Il a aussi la possibilité donc après s'amuser, donc de s'alimenter, se reposer ou se soigner. Il peut aussi au lieu d'aller s'amuser, plutôt aller participer à des activités éducatives, soit donc être assisté par les parents, soit des dessins, chants, écriture, bricolage, écouter, lire des histoires, soit regarder des dessins animés, se préparer à déguiser, assister, etc., etc. Donc l'alimentation aussi, donc ça peut passer après s'être amusé, on peut y aller, ou après s'être adapté, participer à des activités, et on va s'alimenter. Donc on s'intéresse à ce niveau-là, donc on fait un scénario où on identifie un usager, quels sont les différents types d'activités qu'il va pratiquer tout au long de la journée. Là nous prenons le cas de circuit des enfants de la médiathèque, et ça c'était plutôt ceux du jardin d'enfants de 2 à 5 ans, ceux-là sont de plus de 6 à 12 ans, et il va rentrer, il va s'orienter, il va apprendre et se distraire à travers la lecture, se connecter à Internet, visionner des vidéos, etc. Donc nous voyons que pour chaque type d'usager, nous allons commencer à identifier le parcours qu'il va effectuer au sein de notre projet. Suite à cela, nous allons commencer par devoir identifier donc pour chaque type d'usage un espace bien spécifique. Donc, nous identifierons pour chaque espace ses exigences spatiales. Et pour pouvoir être précis dans ces exigences, c'est grâce au scénario, parce que c'est les scénarios qui vont nous expliquer clairement et spécifiquement ce que chaque personne avait besoin lorsqu'elle a eu accès à cette activité, à cet usage bien spécifique. Donc à ce moment-là, nous allons commencer à rédiger, à être bien précis dans le type, éviter donc les espaces standards, froids, qui finalement ont plus de chances de se casser la gueule que véritablement de réussir. Et donc, ces exigences spatiales seront de nature quantitative ou qualitative. Revenons toujours à cet exemple de la maison de l'enfance. Donc nous voyons donc ici pour la petite enfance, un enfant de 2 à 5 ans, donc voici les différents types de besoins et donc d'usages qu'il aura pratiqué pendant tout le long de la journée, et aussi donc les différents espaces qui vont y correspondre. Par exemple, être accueilli, c'est l'accueil, se changer, c'est les vestiaires, s'adapter au lieu, c'est un espace d'éveil, être assisté par les parents, c'est donc un aménagement spécifique à réaliser, s'alimenter, donc la cantine, se reposer, dortoir, être soigné, infirmerie, etc., etc. Et à partir de là, il commence à rentrer dans le détail des spécificités de chaque espace. Et pour commencer, donc, c'est l'étude de l'usage lui-même. Donc, il y a une petite étude qui a été réalisée puisqu'ils ont une catégorie d'enfants bien spécifique, ils se sont intéressés comment ces enfants perçoivent l'espace. Donc, déjà, une recommandation dans l'absolu. Oui, donc ils identifient grâce à des recherches et des études qu'ils ont faites que l'égocentrisme qui caractérise l'enfant du moins de 7 ans fait obstacle à une appréhension objective de l'espace et contrarie ainsi la perception. À cause de cette attitude, l'enfant a des difficultés à se situer et à situer les choses dans l'espace. Les effets de l'égocentrisme sont notamment perceptibles dans les comportements suivants. Donc l'enfant ne peut percevoir qu'un espace à ses propres dimensions. Il tente donc à limiter l'espace pour le ramener à ses dimensions qui lui sont adaptées. Il ne sent plus à l'aise dans les petits espaces pour certaines activités. Ainsi, cette information, comme nous allons le voir plus tard, va être fondamentale pour pouvoir esquisser les espaces les plus adaptés à l'enfant.
D'une manière générale, donc, aussi, ils ont identifié la sphère d'accueil. Donc, ils ont essayé d'identifier ces caractéristiques à travers l'étude du comportement de l'enfant lorsqu'il arrive dans ces lieux. Et donc, ils ont considéré que l'enfant était assez perturbé. Donc, il est spécifié dans le texte, il est assez perturbé lorsqu'il arrive et qu'il y a un moment de crise et d'angoisse avec les parents lorsqu'il arrive à la crèche, et donc refusant de quitter ses parents, pleurant, etc. Et donc, ce moment-là, il fallait le prendre en charge d'un point de vue architectural pour comment assurer que cette transition se passe dans les meilleures conditions. D'autres espaces seront étudiés et identifiés, tels que donc, et aussi mesurés. Donc la cantine, avec, on le voit là, le dimensionnement d'un enfant de 1 à 2 ans n'a pas les mêmes dimensionnements pour la table et la chaise qu'un enfant entre 2 et 3 ans. Donc entre 1 et 2 ans, par exemple, ne serait-ce que ça. Donc la hauteur de la chaise 19 cm, 22 cm pour celui de 2 à 3 ans, et 30 cm la hauteur de la table, alors qu'elle est de 35 chez l'enfant de 2 à 3 ans. Donc on rentre dans le dimensionnement spécifique, on voit là aussi un minimum de 1 mètre par personne, enfant et adulte encadrant, donc pour pouvoir réaliser les espaces les plus adaptés et les bien dimensionnés pour ne pas être à l'étroit. Idem pour la médiathèque, donc le dimensionnement de la médiathèque, les composants de différents éléments de la médiathèque, etc., etc. Ainsi, suite à cela, nous allons donc réaliser ce que nous appelons l'organigramme fonctionnel. Ce dernier donc va essayer d'identifier les différents, à travers, suite à l'identification de l'ensemble des espaces, leur spécificité quantitative et qualitative, nous allons identifier les différents types de relations que devraient ces derniers avoir, donc tel que réalisé toujours dans le cadre de ce projet de maison de l'enfance. Donc les différents espaces ont été identifiés, et donc les différents types de relations ont été établis. À ce niveau-là, j'aimerais attirer l'attention sur un critère que j'ai toujours trouvé, avec tout le respect que je dois à tout le monde, assez débile, qui est celui de la nature de relations, à dire relations fortes, relations faibles, relations moyennes. Personnellement, j'ai jamais su comment on peut identifier le degré et vérifier le degré de la force d'une relation. Par contre, ce que je peux identifier, c'est le type de relation qu'il peut y avoir. Est-ce que nous devons obligatoirement assurer un passage entre ce lieu et ce lieu, assurer une relation visuelle, assurer une non-connexion, éviter donc qu'il y ait continuité entre les deux, créer un espace intermédiaire pour passer vers l'un vers l'autre. Donc je peux identifier les différents types de relations qu'il peut y avoir, mais en aucun cas je ne peux identifier la force. Ainsi, par exemple, souvent il est dit non, lorsque nous disons relation forte, ça veut dire qu'on peut passer d'un espace à un autre. Et bien, tout simplement, il fallait préciser qu'il y a un passage entre les deux. Autre chose aussi fondamentale, même si elle n'est pas identifiée au niveau de ce schéma-là, c'est le sens de la flèche. Indiquer un sens unique, c'est-à-dire voir que, par exemple, entre ces deux espaces, faire une flèche qui va dans un seul sens, on a tendance à le faire à partir de l'accueil, et de dire, donc à partir de l'accueil, direction, exposition. Ça sous-entend que on ne peut évoluer que dans un seul sens. Mais certains diront non, mais ça voulait dire aussi qu'on peut aller dans les deux sens. Eh ben non, parce qu'il existe des fois où la marche arrière est totalement interdite. Je prends l'exemple des hôpitaux. Quand vous allez par exemple à la salle de chirurgie, eh ben, il ne peut y avoir qu'un sens unique. On ne peut pas revenir en arrière vers les autres salles au risque de contaminer la salle de chirurgie. Ça veut dire que indiquer aussi le sens, la flèche, est fondamental. Indiquer qu'il n'y ait qu'une seule flèche d'un côté, ça veut dire que c'est un sens unique sans retour. Indiquer les flèches des deux côtés, ça veut dire qu'on peut aller dans les deux sens, etc. Donc il faut être précis dans ce que nous demandons, et donc identifiant clairement les types de relations que nous voulons. Pour information, prenons l'exemple des usines dans les années 30, 20 et les années d'aujourd'hui. À l'époque, les relations étaient établies de telle manière à ce que le patron puisse dominer la salle d'activité et donc l'atelier de fabrication des choses. Parce qu'il n'avait pas d'autre moyen que de pouvoir contrôler de cette façon-là que les personnes sont en train de travailler. Aujourd'hui, grâce à l'ère du net, la 3G, la 4G, tout ce que vous voulez, la 5G, ben on se retrouve avec une personne qui se trouve à Tokyo peut contrôler tout ce qui se passe à Tombouctou. Et donc, grâce à Internet et donc à une webcam bien placée, donc suivre un chantier à des milliers de kilomètres de distance. Vous voyez que donc certains types de relations ont totalement changé, et donc il ne s'agit plus donc de définir encore ces mêmes types de relations fortes, faibles, moyennes, etc. et tout, mais d'identifier clairement. S'il s'agit seulement d'un contrôle visuel, que la personne qui est là puisse contrôler le travail et voir qui rentre et qui sort, il suffit juste d'installer une caméra et le tour est joué. C'est une petite anecdote juste pour la précision. Donc, pour finir sur cette question-là de l'espace, donc nous allons un peu finir avec la matérialisation de ces différents éléments réalisés par Bouchafar Abdallah Youssef Dalia.
Au niveau de leur projet, donc ils ont identifié un certain petit coin, nous n'allons pas tous les voir. Nous allons, donc par rapport à tous ceux dont on a parlé depuis tout à l'heure, par exemple l'histoire de ce fameux lieu de crise, donc de l'usage de l'enfant quand il arrive, il est en moment de crise et de panique pour pouvoir quitter ses parents, etc. Et donc ils ont identifié qu'il fallait programmer, donc c'est ce qu'ils ont projeté au niveau de leur projet, de ce qu'ils ont appelé le tunnel absorbant. Donc juste après que l'enfant soit rentré, il passe au vestiaire, il dépose ses affaires, et bien il a ce tunnel absorbant, ils ont étudié la psychologie de l'enfant, et donc la psychologie de l'enfant dit qu'il est attiré par les formes simples, les couleurs vives, euh, la sensation de passer d'un univers vers un autre, donc c'est comme s'il avait l'impression d'aller vers l'aventure, de découvrir de nouvelles choses. Et bien, ils ont réalisé donc ce tunnel absorbant qui est le moment de transition entre les activités journalières qu'il fait, donc jouer, s'amuser, discuter avec les autres, pratiquer des activités collectives et tout, et le lieu donc d'accès du vestiaire. Donc c'était un dispositif qu'ils ont mis en place afin de prendre en charge cette dimension spécifique qui est la crise et l'angoisse au moment de quitter ses parents. Et nous avons aussi parlé tout à l'heure donc de l'enfant et l'univers de l'enfant qui a tendance à tout ramener à son échelle pour pouvoir s'identifier, pour pouvoir se retrouver et pour pouvoir donc évoluer d'une manière la plus à l'aise possible. Et c'est pour cette raison-là donc ils ont développé ces différents box que nous voyons ici, donc redimensionnés de telle manière de passer de l'espace adulte vers un espace beaucoup plus intime, beaucoup plus regroupé, où l'enfant puisse se retrouver à son échelle. Donc voyons comment on peut transiter entre une échelle d'évocation, des usagers, des usages, des espaces, des spécificités des espaces, des relations spécifiques entre les espaces, et donc à la projection d'espaces beaucoup plus adaptés aux usagers et aux pratiques qu'il va y avoir au niveau de ce projet. Donc comment pouvoir faire tout cela? Nous vous proposons trois choses. La première, c'est l'expérimentation personnelle. Donc dans le cas par exemple de ce projet réalisé par Mene Fatema et Tebi Besma et Mina, qui était le projet de la maternité réalisé pour leur projet de PFE dans la spécialité PICA, projet intégré qualité architecturale en 2011, et bien ces dernières, pour la réalisation de leur maternité, sont parties visiter des projets existants. Donc ils ont expérimenté directement l'existant, ils sont partis à l'hôpital Mustafa Bacha à Alger, service de maternité, et la chef de service leur a rendu, excusez-moi de la répétition, leur a rendu service en leur autorisé à visiter la totalité des espaces. Elles ont même assisté à une opération d'accouchement. Bon, je vous rassure, elle n'était pas dans la salle, mais elle était derrière la vitre, comme on peut le voir dans les différents films américains lorsqu'il s'agit de médecine, etc. Donc elles ont pu assister. Donc elles ont pu assister à toutes les étapes qui consistent depuis l'arrivée de la femme, la consultation, si malheureusement elle passe par une opération, etc., une césarienne, etc. Et donc grâce à cela, grâce à leur observation détaillée de toutes les pratiques et de toutes les choses, elles ont réalisé un projet qui a été justement tellement maîtrisé d'un point de vue de l'usage et de l'organisation spatiale qu'ils ont été félicités pour ça. Ils ont été primés au niveau du concours organisé par l'Institut du monde arabe et le groupe d'architectes d'Architecture Studio en association avec différentes personnes et institutions telles que la mairie de Paris, je crois, etc. Et bien, ils ont été primés et exposés à l'Institut du monde arabe à Paris et à la Biennale d'architecture de Venise. Deuxième chose qu'on devrait faire pour pouvoir réaliser donc cette programmation, c'est l'étude d'exemple. À part la pratique, comme nous venons de le voir, c'est une forme d'étude d'exemple, mais c'est l'expérimentation personnelle, c'est de vivre l'exemple. Là, par contre, l'étude d'exemple, c'est de retrouver à travers donc toute la documentation au sein d'Internet ou des bibliothèques, donc des projets dans lesquels on peut étudier, comprendre leur fonctionnement, leur disposition, tels que réalisés là par Srsa Friel en 2011 pour son projet de fin d'études, où elle avait donc réalisé aussi une crèche, et donc elle avait étudié l'exemple de cette crèche de la grotte à la bulle réalisée par le groupe BGA, que la crèche se trouve à Paris, et donc elle a par exemple étudié, non seulement elle a pu identifier les différentes entités programmatiques qui existent, mais elle a pu aussi identifier comment elles sont disposées dans l'espace, comme par exemple l'unité des enfants est mise en arrière-plan par rapport à la rue pour constituer, minimiser le bruit et le risque de perturbation de l'enfant par rapport dans ces espaces du quotidien. Et par contre, les locaux de service sont par contre eux mis en avant directement sur la façade, parce que eux déjà ne sont pas principalement dérangés par le bruit de la ville, mais en plus ils constitueront une sorte de tampon pour l'espace de l'enfant. Ce que j'aimerais préciser, et je profite de cette occasion pour dire, l'architecte travaille, excusez-moi du terme, mais en tant qu'architecte, et non pas en tant que technicien.
C'est-à-dire que au lieu d'arriver directement à la solution de dire oh nous pouvons mettre les espaces, il faudrait juste développer du triple vitrage, des matériaux spécifiques, un isolant coûteux, etc. Donc anti-développement durable, anti-nature, anti-sens même, eh ben, l'architecte commence déjà à donner des solutions d'architecte. Donc il voit que pour pouvoir se permettre de faire ce que l'enfant puisse avoir le cadre le plus agréable, eh ben, il faut l'éloigner de la rue. Eh ben, pour l'éloigner de la rue, la façon avec laquelle il organise, il structure et il dispose ces différentes entités programmatiques, eh bien, lui permet de pouvoir améliorer ce cadre sans avoir recours à la technique. La technique devrait être la solution ultime et non pas dès le départ avoir recours à des techniques parce que je le rappelle encore une fois, nous sommes des architectes, nous ne sommes pas des techniciens. Donc voici une image un peu de ce projet au sein de la ville de Paris. Dernier élément que nous utilisons pour pouvoir établir la programmation, ce sont le recours aux normes. Ils sont de différents types. Donc, premièrement, il faut avoir recours à la littérature spécialisée. Et dans ce cas-là, on peut par exemple utiliser le Neufert ou utiliser aussi les différents livres de moniteurs qui ont établi différents livres sur les espaces culturels, les théâtres, les espaces universitaires, les bureaux, les restaurants. Donc, il y a toute une littérature là-dessus spécialisée pour spécifier les spécificités et les traits de caractère auxquels devraient répondre les différents types d'espaces que nous projetons. La deuxième des choses, donc, c'est avoir recours aux institutions. Par exemple, lorsque nous concevrons un stade, eh bien, il faut aller vers le ministère du Sport qui sûrement a des protocoles et des polycopes et donc des cahiers de charges spécifiques à la réalisation de stades, aussi bien couverts, découverts pour stade de foot, stade de basket, piscine, etc. Et tout. Idem si on fait un hôpital ou une clinique, il faut aller vers le ministère de la Santé qui a aussi ses recommandations, ses cahiers de charges par rapport aux différents types de projets qui sont dépendants de son ministère. Idem aussi pour le théâtre, nous allons voir le ministère de la Culture. Si on fait un hôtel, le ministère du Tourisme, etc. etc. Donc autant de comment dirais-je, de lieux et d'institutions qui nous fourniront la documentation spécialisée pour pouvoir réaliser et donc se cadrer sur la réglementation et donc sur les traits de caractère que devraient observer les différents espaces que nous produisons pour nos projets. J'aimerais à ce niveau-là apporter une petite remarque fort importante par rapport au travail qu'on peut effectuer. C'est le recours aux exemples, certes, aux normes. Il faut faire très 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 attention dans le sens où il faut être à jour dans les normes et les contextualiser dans quel contexte on se retrouve. Par exemple, si on prend l'exemple d'un hôpital réalisé dans les années 60 alors que nous allons le réaliser dans les années 2020, eh bien, il faut faire très attention parce que la médecine a évolué. Et donc les critères qui étaient établis à l'époque, par exemple, si je prends une opération sur le cerveau, eh ben, entre-temps, je ne suis pas un spécialiste de la médecine, mais ce que je sais, c'est que les techniques ont tellement évolué que pour certains types d'opérations, nous n'avons plus besoin d'opérer directement avec l'ouverture de la crâne du crâne et donc d'opérer directement sur le cerveau, mais nous pouvons pratiquer par des petites tubes que nous introduisons au sein du corps humain ou pour l'estomac, etc., qui évitent donc d'avoir des opérations lourdes et un temps d'hospitalisation très important. Ainsi, certaines opérations qui à l'époque nécessitaient 2 à 3 semaines d'hospitalisation et de suivi à l'hôpital nécessitent aujourd'hui absolument rien du tout, puisque nous pouvons rentrer le matin, subir notre petite intervention et ressortir le soir même, parce qu'il n'y a eu à peine une anesthésie locale, sans besoin d'avoir recours à une chirurgie lourde. Donc il est très 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 important, dans le cadre de ces programmations-là, de faire attention aux exemples que nous prenons. Autre remarque que je fais souvent, c'est que les étudiants ont tendance à dire « Oui, mais j'aime pas prendre ce type d'exemple parce qu'il est mauvais. » Je leur dis « Si vous arrivez à dire pour quelle raison il est mauvais, c'est déjà un grand pas. C'est déjà pas mal. » Donc savoir aussi s'intéresser à des exemples dits mauvais est tout aussi intéressant parce qu'il nous permet de pouvoir donc, à défaut de faire ce qu'il faut, savoir ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est déjà un gain exceptionnel et un gain de temps très très important. Attaquons maintenant le deuxième point qui est celui du dispatching. Le dispatching est réalisé à partir de deux types de critères. Les facteurs endogènes, qui consistent à identifier le type de relation que doivent avoir les espaces entre eux sans s'intéresser à l'espace extérieur. Donc c'est totalement interne. Ainsi par exemple dans le cas de l'exemple étudié par Benmeni Amina et Tebib Esma Amina, et Benmeni Fatima plutôt, excusez-moi, eh ben, l'exemple de pavillon de la femme et de l'enfant de l'hôpital de la Beauchée, en France,
Ils ont identifié qu'il y a tout un circuit à respecter en cas d'opération ou en cas d'accouchement, qui est celui, par exemple, du plateau technique qui doit être en relation avec la réanimation néonatale, qui doit être en connexion directement avec la partie d'hospitalisation de l'hôpital. En cas où il y a un accouchement, donc il y a il doit y avoir la proximité de la relation directe, donc le passage direct avec la réanimée en cas de nécessité de la réanimation du nouveau-né, pour enfin se reposer. Donc ça, c'est une logique qui n'a, indépendamment du contexte extérieur, c'est une logique qui permet de comprendre comment ça fonctionne, et donc on établit les possibilités, à savoir première étape, deuxième étape, troisième étape, et donc les espaces sont mis en relation entre eux en fonction de ces critères. Deuxième type de critères, c'est ce qu'on appelle les critères exogènes, tels que identifiés à ce niveau-là par Ben Samad Khairten et Chetou Abdellatif dans le cadre de leur travail pour le PFE en 2011 pour leur projet de fin d'études dans la spécialité PICA. Donc là, dans le cadre de ce ministère de la Culture et de la Communication réalisé par Francis Solar et Frédéric Druot à Paris, ils ont commencé à identifier comment les architectes ont disposé leurs différentes activités, leurs différentes entités programmatiques en fonction de l'environnement dans lequel ils se trouvent. Donc, par exemple, la création de cette brèche qui permet donc à ce que l'ensemble des bureaux qui ont besoin d'éclairage naturel de pouvoir les mettre directement en relation avec l'ensoleillement et l'éclairage naturel. Les espaces qui n'ont pas besoin de beaucoup, qui n'ont pas de problème avec le bruit sont beaucoup plus mis en contrebas. Les espaces restauration et cafétéria sont aussi de même, avec la programmation de quelques espaces de réunion, donc dans les espaces les plus éloignés, donc pour pouvoir profiter du calme et de la sérénité par rapport au bruit que pourrait y avoir dans les rues. Donc, ils ont étudié la manière avec laquelle les différents architectes ont pu disposer leurs différentes entités en rapport avec les conditions liées au bruit, à l'éclairage, aux perspectives, aux vues, au calme, la sérénité, etc. Prenons des exemples un peu plus concrets. Revenons donc aux critères de l'endogène. Prenons l'exemple d'une manufacture. Par exemple, une manufacture, dès l'entrée, lorsqu'une personne va y arriver, va se trouver sur un hall d'exposition où il est exposé les différents produits fabriqués au niveau de cette manufacture. Donc à proximité, il y a donc la réception, donc la salle d'attente, la réception donc directement donc en connexion avec l'administration et la gestion qui permet donc à toutes les personnes qui viennent pour visiter ou avoir un rendez-vous donc d'attente puis de passer directement derrière et être informé par la réception. Le hall d'exposition se trouve plus ou moins en connexion, pas loin de l'atelier de fabrication qui permet donc de pouvoir fournir directement le hall d'exposition des nouveaux produits réalisés. Et en arrière-plan totalement existe donc l'espace de stockage d'entreposage aussi bien des matières premières que des produits fabriqués au sein de la manufacture. Le tout est mis en relation à travers un système de distribution le plus efficace possible et le plus rationnel pour éviter donc la déperdition spatiale. Et il y a un système donc de filtrage qui coupe, bien que le système de relation il est continu, mais il y a quand même une sorte de filtre qui permet donc de séparer entre l'entité publique et l'entité privative. Prenons comme exemple le projet réalisé par Belabed Ibtissam dans sa spécialité idée, intégration et durabilité, soutenue en 2019 pour son PFE. Et donc dans son projet, qui consistait en un splash water, donc un espace pour enfants, adultes, avec des activités humides, etc. Donc elle avait deux grandes entités. C'est l'entité humide et l'entité sèche. L'entité humide ouverte pour les enfants, parents, jeunes et adultes, et l'entité sèche seulement pour les enfants et les jeunes. Et donc, le fait qu'elle a donc identifié l'existence de ces deux entités, elle a commencé à essayer d'identifier comment les organiser entre eux pour pouvoir permettre la circulation et la distribution la plus efficace. Donc, à partir de l'accueil, il y a possibilité de passer par les vestiaires, puis dans l'entité, je parle de l'entité humide, donc on passe au vestiaire, des vestiaires, on passe à la piscine, de la piscine, en cas de danger, ou s'il se passe quoi que ce soit, ou quelqu'un s'est noyé, ou quoi que ce soit, donc l'infirmerie, elle est directement en connexion avec la piscine. Par contre, pour ce qui est de l'entité sèche, eh ben, l'ensemble des activités proposées sont totalement indépendantes et donc il n'y a pas besoin qu'il y ait une relation entre eux. Bien au contraire, donc à partir de l'accueil, je peux passer aussi bien à la piscine, à balles, donc c'est un espace pour enfants pour jouer avec les balles, ou l'espace, la salle de Lego, ou la salle d'activité manuelle, ou l'aquarium. Autant d'activités
qui ne nécessitent pas de relation entre elles, donc elles sont totalement indépendantes les unes des autres, elles ont juste besoin d'être connectées à l'accueil pour pouvoir permettre aux différents usagers de pouvoir y accéder le plus rapidement et le plus efficacement possible. Contrairement à celle de la piscine où il y a une obligation pour tout ce qui est les espaces humides de passer d'abord par les vestiaires et à partir de là accéder à la piscine. Et en cas où nous voulons ressortir, nous sommes obligés de repasser par les vestiaires pour repartir par l'accueil. Donc nous voyons donc la différence entre l'existence entre ces deux entités, et donc la façon avec laquelle la relation a été établie entre eux est purement endogène, donc juste en identifiant les spécificités des espaces entre eux et les relations qu'il y a entre eux. Donc voilà ce que ça donne à la fin, donc cette entité humide en contrebas par rapport à l'entité sèche en hauteur. Passons maintenant aux critères exogènes, à travers le travail réalisé par Akram Azizi lors de son travail de PFE dans la spécialité idée, intégration et durabilité pour l'année 2019. Donc Akram Azizi a réalisé un SPA, et donc pour pouvoir comprendre les facteurs de l'environnement qui ont influencé comment il a dispatché en fonction de l'environnement, nous allons commencer par étudier cet environnement. Donc, le lieu dans lequel a travaillé Akram est situé au niveau du quartier du Tilimni, à une certaine hauteur, donc sur le boulevard Karim El Qassem, qui domine la ville d'Alger avec des vues magnifiques en contrebas, aussi bien sur l'église de Sacré-Cœur, la ville d'Alger, que la grande baie d'Alger et la mer. Si nous zoomons sur le terrain, donc il y a l'avenue Karim El Qassem, qui est une avenue assez importante à l'échelle de la ville traversante, et en contrepartie, donc il y a une grande dénivellation dans le site, grande dénivellation de terrain, avec en contrebas donc une rue intérieure à l'échelle du quartier. Donc nous passons donc sur une double dimension, une double échelle, l'échelle de la ville, l'échelle du quartier, et donc le terrain qui est situé à ce niveau-là, qui est donc cette forme assez non conforme, donc assez bizarre, donc domine et a une vue directe sur le complexe sportif appelé le complexe sportif de Wembley avec les terrains de sport. Comment il organisait l'espace? Donc premièrement, l'espace est composé, le projet est composé de deux entités programmatiques, de deux grandes entités, que nous allons détailler une à une. Et donc il en profite du fait qu'il y a un passage, donc il y a deux parties de la ville, l'échelle de la ville, un quartier, l'échelle de la ville, l'échelle du quartier. Donc il en profite pour créer un passage au sein de son projet, donc premier élément. Donc il profite de ce contexte spécifique pour améliorer le cadre de vie des habitants de ce quartier en projetant donc une rue avec une place supérieure qui domine la vue sur les terrains, et donc qui permet aux gens de pouvoir traverser et transiter entre la partie supérieure et la partie inférieure, donc à l'échelle de la ville, à l'échelle du quartier. Donc son projet constituera une sorte de seuil et de mise en connexion. La première entité, donc qui est en contrebas, c'est l'entité zone relax plus gymnase. Donc cette dernière a été projetée en contrebas, déjà parce que ce sont des espaces qui ne nécessitent pas beaucoup de lumière, donc les avoir en semi-enterré ne dérange pas donc ce type d'activité, au contraire, donc il permet de rentabiliser l'espace, mais il les met aussi en connexion visuelle directement avec les terrains de sport, donc en continuité avec les activités sportives. Cette entité est composée aussi de l'entité thérapie par immersion, donc c'est une thérapie qui nécessite beaucoup de calme et aucun contact visuel avec son environnement. Donc il profite encore une fois du fait que c'est la partie qui est en contrebas, donc on se met en direct, et il accentue aussi l'effet en les mettant en deuxième plan, mais non pas directement dans le premier plan, pour donc les éloigner du bruit de la rue secondaire qui est en contrebas ici, et donc de créer en même temps un petit espace évidé pour aller chercher en même temps de la lumière naturelle, aucun contact visuel, isolé du bruit, et en contrebas aussi par rapport à la voie principale qui est Karim El Qassem, qui est encore beaucoup plus bruyante. Il profite aussi de cette spécificité du terrain qui lui offre donc cette partie en semi-enterré pour pouvoir projeter aussi donc le parking donc dans la partie basse, effectivement, parce que certes la voie principale c'est celle de Karim El Qassem dans la partie supérieure, mais c'est une voie qui reste assez étroite à ce niveau-là, et donc si on devait programmer un parking, donc l'accès et la sortie du parking poserait un problème par rapport à la circulation. Donc il préfère profiter du fait qu'il y a une deuxième rue en contrebas pour pouvoir programmer l'accessibilité à son parking et donc la projection de tout le parking. Encore une fois, un espace qui ne nécessite pas du tout de lumière, donc le fait qu'il se retrouve totalement enterré ou en semi-enterré ne pose pas du tout de problème. La deuxième entité est composée de quatre parties. Premièrement, des boutiques, surplombées de cafétéria terrasse, au-dessus de laquelle se trouve une tisane, et enfin l'espace de méditation.
La disposition des boutiques en contrebas, donc à ce niveau-là, donc profiterait donc de permettre un dialogue avec la rue, donc une continuité avec la rue, qu'il soit le plus accessible afin de permettre aux différents passants de profiter des différentes boutiques proposées à ce niveau-là. Le fait qu'on a aussi surélevé après donc l'espace cafétéria ainsi que tisanerie permet donc d'éloigner au maximum ces espaces qui nécessitent du calme, du bruit. Donc le fait d'avoir projeté aussi d'autres activités intermédiaires qui ne sont pas véritablement dérangées par le bruit de la ville, et ben, il permet donc d'assurer un meilleur isolement sonore à ces entités. Mais aussi, le fait de les avoir programmés comme ça en retrait pour éviter une surexposition à l'ensoleillement, donc il les protège. En créant ce recul, ça permet donc de créer une terrasse protégée, mais aussi donc un espace où les rayons du soleil n'arrivent pas directement. Et il permet en même temps, donc, en les surélevant, de profiter de cette vue magnifique à partir de la cafétéria sur la baie d'Alger, et donc de constituer un vrai moment de repos et de relaxation. Enfin, le dernier point qui est donc le point de la méditation, donc il culmine en hauteur, donc par rapport à cette idée de zénitude, suspension dans l'air, etc. Donc, et comme on le voit à ce niveau-là, donc il permet donc à ces gens-là d'être totalement détachés des bruits de la ville, mais en connexion totale avec l'environnement. Donc, on voit bien ici que l'espace donc cafétéria, tisanerie qui sont totalement ouverts sur la baie d'Alger, mais la partie, comment dirais-je, la partie de la méditation, donc l'espace yoga, donc se trouve dans la partie supérieure, totalement éloignée du bruit de la ville, mais en connexion totale avec les vues sur les hauteurs d'Alger, donc la petite montagne, la petite falaise. Donc ça veut dire que c'est un projet qui permet de profiter totalement et de synthétiser par rapport à son environnement, donc les espaces qui nécessitent le moins de lumière, sont carrément en semi-enterrés, tels que le parking, les espaces de gymnase, la création du passage donc par rapport à cet escalier urbain, donc cette esplanade qui permet donc de connecter la partie supérieure et inférieure de la ville, les boutiques en rapport à la ville, la cafette et la tisanerie en rapport avec la vue, se percher donc en haut pour profiter de la vue, mais tout en les éloignant des bruits de la ville, et l'espace de méditation encore plus éloigné de la ville et en connexion totalement avec la montagne, encore une fois, pour pouvoir profiter d'un cadre très agréable pour la méditation. Passons au dernier chapitre qui est celui de la distribution. Donc la distribution se fait par rapport à 4 paramètres fondamentaux. Premièrement, la question de l'efficacité, telle que nous le voyons dans ce projet étudié par Fahem Mohamed Lehet et Lali Mustafa dans le cadre de leur PFE en 2011 pour la spécialité PICA. Donc cet exemple d'un centre de médecine physique et de rééducation fonctionnelle appelé NET en France, eh bien, regardez et nous observons ici comment les espaces sont très très efficaces du fait que à partir du hall, il y a donc des couloirs droits, directs, sans déperdition spatiale, sans partir à gauche, à droite, sans partir en zigzag et en labyrinthe, qui permettent donc de pouvoir avoir les distributions les plus nettes, les plus efficaces, et ils sont tous reliés aux différents systèmes de circulation verticale, aussi bien en termes de cage escalier, qui serviront aussi bien de commodité de circulation et d'usage au quotidien, mais aussi de sécurité incendie, donc d'évacuation, ainsi que les ascenseurs. Deuxième critère est celui de la qualité. Donc, à offrir une certaine qualité dans ces espaces de circulation afin qu'ils ne deviennent pas étouffants et qui conduisent à créer des sensations d'angoisse aux différents utilisateurs. Prenons l'exemple donc du centre Georges Pompidou, donc Beaubourg à Paris, réalisé par les architectes Enzo Piano et Richard Rogers, étudié et analysé par Mahazen Hamza et Saïd Atman en 2010 dans le cadre de leur PFE dans la spécialité PICA. Donc, dans le premier lieu, donc, ils ont identifié que l'espace Beaubourg était en connexion donc, avec une place publique à ce niveau-là dans laquelle se déroulaient plein de performances artistiques et d'installations. Donc ils ont considéré qu'il y avait une sorte de la façade qui était là, une sorte de miroir de mise en connexion entre les activités artistiques à l'intérieur et les activités artistiques des installations extérieures. Et donc, comme quoi, dans l'intermédiaire, les architectes ont décidé de créer une connexion, une mise en relation, donc un reflet de ce qui se passe en contrebas. Donc, en même temps, la façade était un spectacle pour ceux qui se trouvent dans la piazza, dans l'espace public, mais en même temps, la piazza constitue un spectacle pour ceux qui utilisaient donc le système de distribution. Comme quoi, c'est grâce à l'escalator qui se trouve à ce niveau-là, et donc les différents corridors qui se trouvent, qui permettent la distribution vers les différents espaces d'exposition et autres, eh ben, ça permet d'avoir une sorte d'interaction entre les deux et donc de construire un spectacle comme on peut le voir aussi ici la nuit, où l'éclairage va permettre encore d'animer la piazza et de constituer donc un moment comment dirais-je, de scène, de mise en scène entre les deux.
Troisième critère est celui de la sécurité, donc par la mise en place des plans de sécurité d'évacuation, par les sécurités incendie, donc l'identification des différents circuits. Outre les circuits, il y a aussi tous les dispositifs techniques mis en place pour permettre d'assurer l'évacuation dans les meilleures conditions et la résistance au feu pour la survie humaine, tels que ces différents plans d'évacuation de Casa da Musica, le projet réalisé par Amcolas à Porto. Enfin, c'est un point qui est assez souvent négligé, mais qui est de plus en plus pris en considération de nos jours et qu'on ne peut pas mettre à côté, c'est celui de l'accessibilité universelle. Nous parlons bien de l'accessibilité universelle et de personnes en situation de handicap, et en aucun cas de personnes handicapées. Parce que comme nous allons le voir, une situation, c'est la situation qui est handicapante et non pas la personne qui est handicapée, parce que même une personne, entre parenthèses, dite normale, pourrait se retrouver dans des situations, dans des contextes où même elle, comme je le redis encore une fois, dite normale, eh ben, elle a des difficultés à se mouvoir et à évoluer. Et nous voyons aussi, ce que j'insiste là-dessus, c'est que la prise en charge de ce genre de facteurs ne va pas conduire à, comme nous allons le voir dans les exemples, ne va pas conduire à créer de la spatialité merdique, parce qu'on nous fera appliquer des normes, mais au contraire, va être le facteur, le moment de pouvoir constituer de vrais moments de réflexion pour créer de la qualité spatiale. Ainsi, nous le voyons dans le projet de Hazm Hamza et Saïd Atman, qui est un forum d'art, d'éclairage et d'échange à Oran, réalisé en 2010 pour leur PFE. Et ben, après avoir dispatché la totalité de ces entités, ils ont réalisé une grande rampe qui en même temps va servir d'être utilisée dans l'espace d'exposition pour profiter d'avoir des angles de vue magnifiques sur l'exposition, mais en même temps, puisque le projet donne directement sur la place d'Armes en face de la mairie, du TNA, du théâtre de la ville d'Oran, et qui est un bâtiment exceptionnel et magnifique, ainsi que celui de la mairie, et toute l'animation qu'il y a au niveau de la place d'Armes, une des places les plus animées de la ville d'Oran. Et bien cette rampe, qui en même temps permet aux personnes en situation de handicap de pouvoir se mouvoir à l'intérieur du projet en étant le plus à l'aise possible, et ben va permettre aussi d'offrir des cadres de vue agréables et magnifiques et de créer une vraie temporalité qui fera que la rampe ne sera pas utilisée que par les personnes en situation de handicap, mais même les personnes dites normales pour pouvoir profiter de ce spectacle au niveau du projet et de la ville. Commençons par le critère d'efficacité, rentrant un peu plus en détail pour comprendre ce dernier, à travers l'étude d'exemples de projets conçus dans les différents ateliers de PFE ou de troisième année que nous avons eu l'occasion et le plaisir de suivre. Le premier est celui donc de Leidoudi Zeynep, donc de Fund Scientific Club réalisé en 2019 pour son PFE dans la spécialité ID, intégration et durabilité, un projet qui se situe au niveau du quartier du Sacré-Cœur dans un site totalement exécu avec une forte pente, la présence de ce palmier qu'elle se devait de préserver. Et j'insiste sur ces détails-là qui nous intéressent par rapport à la question de l'efficacité de la circulation pour indiquer le fait que donc, le terrain est de différentes pentes, donc, ce qui permet d'avoir des accès différents dans les différents côtés, et aussi le fait que cette dernière donc, elle a préservé le palmier en projetant donc, un passage urbain qui aura une influence sur son projet. Donc voilà donc, ce qui a donné donc, un projet qui, sur le côté donnant sur des douches morades à des hauteurs assez importantes et une remise à l'échelle par rapport à la rue secondaire. Ce qui a donné donc deux entités totalement différentes. C'est pour cette raison que nous voyons ici l'efficacité avec laquelle elle a travaillé, puisqu'elle a projeté dès le départ donc, sur l'accès à ce niveau donc, du hall, puis contact directement avec les ascenseurs, et puis nous remontons directement dans différents espaces. Chaque fois qu'on monte, on voit qu'il y a juste un dégagement en face des ascenseurs de la circulation verticale et juste un petit couloir qui permet d'accéder directement aux espaces latéraux. Et à ce niveau-là, lorsqu'il y a contact entre les deux entités, elles fonctionnent ensemble, et ben, il y a aussi un couloir qui est net et direct, qui permet donc de connecter les différents espaces de circulation verticale en ayant des dégagements toujours autour de ces derniers et des circulations nettes sans zigzag, sans ce que j'appelle moi une zozomia, donc une chenille ou un lézard qui se tendit dans tous les sens et qui conduit à avoir donc des spécialités exécrables et de la déperdition spatiale, et donc de réaliser des espaces perdus qui ne servent pas à grand chose, mais au contraire qui diminuent de la quantité des espaces utiles. Idem aussi pour l'exemple du projet de Benama Lamriem, donc le Quick Click Learning Center réalisé toujours en 2019 dans la même spécialité ID au niveau du boulevard Mohamed V à Alger. Donc ce qu'il y a à retenir sur ce projet, donc non seulement c'est sa forme spécifique, mais bon, c'est pas le plus important en ce qui nous concerne là tout de suite, mais c'est le fait que donc il donne sur un boulevard important et sur une rue piétonne en escalier, avec un escalier urbain, tel que nous le voyons aussi au niveau de cette image-là, et que justement, donc, ça a permis à Mariam de pouvoir réaliser, nous voyons ici au niveau de Mohamed V un dégagement pour pouvoir marquer l'accès, mais aussi un deuxième dégagement dans le niveau supérieur qui permet donc de créer d'autres accès qui constitueront
des lieux de dégagement pour pouvoir permettre des évacuations assez importantes. Et donc nous voyons encore la même efficacité réalisée par Mariam, donc un espace tampon extérieur aussi bien donc du côté de Mohamed V que sur la rue Piétonne Escalier Urbain. Et donc dès qu'on rentre, le hall, les distributions verticales, et nous voyons donc tout le long de tous les plans, de tous les étages, à chaque fois, il y a une relation directe qui est mise entre les espaces de circulation verticale des deux côtés, avec un dégagement à proximité de ces espaces-là, et une circulation nette et directe sans le moindre zigzag, donc efficace à l'état extrême, minimisant ainsi les déperditions. Passons à la question de la qualité que nous allons essayer d'observer à travers le travail de Gawa Wissam et Hamoud Abdelkader Sami dans le cadre de leur projet de PFE soutenu en 2012 dans la spécialité PICA, projet intégré qualité architecturale. Donc ils ont conçu une informathèque au niveau du quartier du Tilimni et elle est composée de plusieurs entités, donc l'auditorium, l'espace écran, le centre aéré et la médiathèque. L'ensemble est mis en relation à travers la faille. Et donc cette faille qui comporte, comme nous le voyons à ce niveau-là, l'ensemble des circulations verticales de sécurité incendie, de cages d'escalier, d'ascenseurs, de distribution et aussi de sanitaire. Et bien c'est l'espace, c'est la faille qui est en connexion avec l'ensemble qui sert de mise en relation de l'ensemble. Donc toute la circulation est concentrée à ce niveau-là. Non seulement c'est efficace, mais c'est aussi, donc ils en ont fait un vrai moment d'exception au sein de leur projet, donc à travers donc, cette faille visible à partir de l'extérieur, en créant ces différentes plateformes, tel que nous le voyons aussi, donc avec un éclairage spécifique, une luminosité spécifique, encore plus le soir, avec des moments d'exception et des repères au sein de la ville, et en créant donc ces petites plateformes qui vont constituer, comme nous le voyons ici, ces petits balcons, que quand on circule, quand on passe d'un espace à un autre, on est en fait aussi c'est arrangé d'avoir des espaces en demi-niveau, donc à chaque fois on peut passer du centre de la formation vers la médiathèque ou juste en traversant un demi-niveau. Et entre-temps, donc, il y a ces différents balcons, en plus, à partir de distributeurs de café qui existent, pouvoir s'installer et profiter de la vue sur la ville. Non seulement donc on profite de la vue, mais aussi nous donnons un spectacle, etc. Donc on donne de la qualité. Donc on s'arrange pour que ces espaces-là soient des vrais moments qui permettent donc une transition, un passage, des vrais moments de vie et non pas juste des mises en connexion totalement exécues et étouffants. Troisième point, c'est celui de la sécurité. Donc, nous allons le voir à travers le travail de Djinan Oukas pour son PFE dans la spécialité PICA en 2011 pour un centre d'affaires au niveau du quartier du Choumourad à Alger Centre, à proximité du Sacré-Cœur. Et ben, certes, la sécurité, c'est un certain nombre de normes, d'unités à respecter, de nombre de circulations à respecter, de cages d'escalier à respecter, d'évacuation à respecter, etc., des sites de secours. Mais nous allons voir que quand on dégage l'idée que ce sont des contraintes encombrantes et des normes à respecter, mais qu'en fonction de la logique de circuit, et ben ça peut amener beaucoup de qualité. C'est pour cette raison-là que j'apprécie beaucoup le travail qui a été réalisé dans le cadre de ce PFE par Djinan Oukas. Parce qu'au début, effectivement, lorsqu'il a commencé à s'intéresser aux normes, il s'est rendu compte qu'il lui fallait réaliser minimum 2 cages d'escalier avec 5 unités de passage de total entre les deux, ce qui faisait que s'il faisait une cage d'escalier à 2 unités de passage, et ben la deuxième ferait 3 unités, et 3 unités c'était 1,80 m double volet, 3,60 m c'était carrément dans les 4,50 m de largeur, avec en comptant les murs, le jour, etc. Et il trouvait que ça allait bousiller carrément le projet, parce qu'il aurait fallu la situer à peu près au milieu, et donc ça allait bouffer un espace terrible, ce qui n'était pas très intéressant. Mais en se cassant un peu la tête, il s'est rendu compte que la question ne se posait plus en ces termes, mais que la réglementation disait qu'il fallait 2 cages d'escalier minimum. Rien n'empêchait de passer à 3. Non seulement rien n'empêchait de passer à 3, mais en plus on pouvait passer aussi à 6 unités. Donc il a préféré, au lieu d'en avoir 2, comme c'était prévu au début, donc une donnant sur des douches Mourad et une autre donnant au milieu sur la cour, avec évacuation possible sur la rue secondaire, ben, il s'est rendu compte qu'en projetant plutôt une troisième à ce niveau-là, et vu que c'est un centre d'affaires, et ben, donc un centre d'affaires était intéressant parce qu'on pouvait le louer, il était intéressant de pouvoir multiplier les scénarios pour le louer, donc ne pas se contenter d'avoir d'immenses plateaux à louer pour des entreprises moyennes, mais on pouvait même, avec un scénario pareil, les louer pour des petites entreprises, voire des petits bureaux, etc. Puisque le plateau, on pouvait soit accéder à partir de la partie centrale, soit accéder de ce côté, soit accéder de l'autre côté, et bien on multipliait les scénarios et donc le nombre de clients potentiels pour le projet. D'un autre côté aussi, il améliorait les conditions
de sécurité, puisqu'il permettait d'évacuer soit à partir de la rue du Douche-Morat, à partir de cette cage d'escalier, soit à partir de la rue secondaire en passant par la cour intérieure, le patient intérieur, soit c'est à partir sur le cœur d'îlot avec un cage d'escalier de l'autre côté qui permet d'évacuer sur une troisième rue. L'avantage, c'est que non seulement ça améliorait la sécurité, mais ça permettait d'améliorer aussi l'économie du projet, puisque d'un point de vue sécurité incendie, lorsque nous avons affaire avec des projets qui permettent l'évacuation sur des endroits radicalement différents, et bien les conditions intérieures techniques, je dirais, sont un peu moins, ils sont un peu plus souples, tels que par exemple, on accepterait l'existence de moins de sprinklers par mètre carré, on accepterait le renouvellement du contrôle pour des périodes un peu plus longues. Ça veut dire que d'un point de vue coût aussi, sur le long terme, ce serait aussi beaucoup plus intéressant pour le projet. Et aussi, il s'est avéré que la dernière cage d'escalier, qui peuvent aussi servir de circulation verticale pour les différents usagers, eh ben, donnait directement sur le côté libre qui était avec de très très belles vues sur Alger. Donc ça constitue aussi une balade architecturale. Comme quoi, cette contrainte qui était au départ considérée comme une contrainte technique parce qu'il fallait prendre les unités, les mesurer, les calculer et les refaire, ben, c'est devenu un vrai moment de créativité, de plaisir, de balade architecturale et aussi de rentabilité économique et d'organisation fonctionnelle beaucoup plus intéressante pour l'architecte et donc pour le client. Dernier point, l'accessibilité universelle. Et là, je vais me permettre, contrairement aux habitudes, de présenter deux projets, car justement, nous avons projets qui ont fait l'objet tous les deux du même concours d'architecture dans le cadre de la mise à niveau de l'accessibilité des personnes en situation de handicap pour l'ex-école supérieure du commerce à Alger Centre au niveau de Tafouala. Je le fais parce que je veux juste montrer que travailler, s'intéresser à la question de l'accessibilité universelle, donc pour améliorer l'accessibilité aux personnes en situation de handicap, et encore une fois j'insiste, et non pas handicapées, eh ben ça peut produire des espaces architecturaux géniaux, parce qu'on enlève, comme on vient de le voir maintenant sur l'aspect de la sécurité, la contrainte et le poids de dire ce ne sont que des techniques et des mesures et des rampes et des pourcentages, etc. Bien au contraire. Le premier exemple, c'est celui c'était un concours ouvert pour les étudiants en architecture. Donc, le projet, donc à ce niveau-là, c'était le projet lauréat d'ailleurs. Mademoiselle Sharfoun Houda et Monsieur Mehablia Emeddin. Donc, premièrement, ils nous permettent donc de comprendre que pourquoi on dit personne en situation de handicap et non pas personne handicapée. Parce que nous voyons, certes, il y a donc les sourds-muets et les personnes avec des problèmes donc comment dirais-je, des attardés mentaux, mais aussi donc des personnes qui peuvent se retrouver, c'est-à-dire les aveugles aussi, mais une femme enceinte, une personne âgée, une personne avec une poussette, une personne qui vient de se faire casser la jambe, ou même une personne qui porte des couffins, etc. et tout, et bien ce sont des personnes qui se retrouvent momentanément en situation de handicap. Et donc, même pour ces personnes dites normales, ils peuvent à un moment donné se retrouver dans une situation où qu'elles soient même dites normales, et ben, il y a la façon avec laquelle les choses ont été conçues, et ben, ça crée des contraintes que même les personnes, encore une fois, je me répète, dites normales, ben, ils ont des difficultés à pouvoir utiliser ces espaces. Donc voici le projet. Donc je rappelle un peu en quoi consiste l'ex-école supérieure du commerce. Donc on a un bâtiment qui date du début du XXe siècle et d'un hangar beaucoup plus récent, donc en structure métallique, donc une partie de cet hangar. Donc c'est ça que constitue l'espace. Et donc il s'agissait à travers ce concours d'essayer de mettre à niveau ces deux espaces en permettant donc une accessibilité universelle pour l'ensemble, en les reliant entre eux aussi. Donc nous voyons donc le travail qui a été effectué par Noul Houda et Meddin. Donc dès la partie inférieure à ce niveau-là, donc l'accès sur la rue inférieure, donc avec le parking, le traçage au sol en utilisant des couleurs vives qui donc non seulement vont animer l'espace, mais vont permettre aux personnes malvoyantes de pouvoir s'orienter. Et donc on voit donc une sorte de guidage qui va emmener donc les personnes de cet espace-là public ouvert à tout le monde et le parking vers l'ascenseur, puis vers les parties supérieures donc de la bibliothèque, de l'espace de travail en commun, qu'en traversant pour aller vers les ateliers, et donc les ateliers aussi dimensionnés et distribués de telle manière à pouvoir accepter bon dimensionnement pour une personne avec comment dirais-je, un fauteuil roulant.
Et donc, ça donne aussi à l'intérieur, en ayant recours, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que travailler pour les personnes en situation de handicap, eh ben, ça conduit à ce qu'on améliore, on agrémente l'espace. Voyons ici donc le recours à ces couleurs tranchantes qui permet donc à une personne malvoyante de percevoir les éléments dans l'espace et s'orienter. Mais en même temps, on voit bien que surtout pour un espace destiné à des étudiants, eh ben, ça permet de créer une convivialité fort intéressante. Le deuxième projet, et on terminera avec ça, cette communication, a été toujours l'objet de ce concours destiné à la mise à niveau pour l'accessibilité des personnes en situation de handicap pour l'ex-école supérieure du commerce à Tafouara, donc a été conçu par Bardad Riyad, Belkri Oued Karima et Sfaxi Hamza. Donc dans leur conception, donc ils ont pensé, donc ce qu'on va essayer le résultat final, donc de mettre en relation donc les deux entités du projet, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le bâtiment historique qui date du début du XXe siècle, et le deuxième qui date du milieu des années 50-60, une charpente métallique. Donc leur idée, c'était de dire que l'espace actuel est un espace opaque, fermé sur lui-même, où il n'y a pas de possibilité d'accès pour tout le monde. Et donc ils ont dit, donc, en introduisant une rampe, et bien cette rampe, elle va envelopper l'espace existant et donc permettre donc l'accessibilité et la mise en connexion de l'ensemble sur les deux parties. Donc sur la partie de la rampe intérieure, donc de l'espace hangar, donc il projette une rampe qui permet donc d'accéder, comme on le voit ici, depuis le niveau inférieur jusqu'à la... Donc à partir de l'accès sur la rue, donc il y a un accès sur rue, comme nous pouvons le voir à ce niveau. Donc de cet accès à la rue, on peut donc juste soit on redescend la rampe et on se retrouve au niveau inférieur, soit on peut donc continuer à remonter, on se retrouve sur la mezzanine, donc le niveau supérieur. Et à partir de cette rampe-là, elle est donc connectée à l'autre côté, donc on le voit ici, et donc elle va permettre l'accessibilité à l'ensemble des autres niveaux du bâtiment historique. Donc comme on le voit ici, donc une première rampe qui permet donc d'accéder vers le premier niveau, puis la rampe elle continue permet d'accéder au deuxième niveau, donc comme on le voit ici, donc à partir du rez-de-chaussée, premier niveau, deuxième niveau, et qui permet donc de se connecter à la rue supérieure. Et donc, en créant ceci, donc on crée un espace qui est entouré d'enveloppes en l'aménageant d'une manière spécifique avec le mobilier qu'il faut, le garde-corps qu'il faut, les petits éléments qu'on est en train d'observer ici de rangement sur lesquels on peut donc mettre des choses fort agréables telles que les plantes, donc ils vont encore agrémenter l'espace. On crée des espaces fort agréables pour les étudiants en plein centre-ville. On crée donc un petit havre de paix grâce à ça. Donc non seulement ça permet de résoudre le problème de l'accessibilité, mais aussi ça permet donc de créer et d'encadrer des espaces qui peuvent devenir des vrais moments d'exception, des vrais moments d'architecture, et donc par l'assurance de la connexion entre la rampe qui est à proximité du bâtiment historique, la rampe à l'intérieur au niveau du hangar, la mise en connexion de l'ensemble et la création d'espaces de qualité, à travers aussi le recours à des couleurs vives, encore une fois, qui permettent donc aux personnes malvoyantes de pouvoir s'orienter. Donc comme quoi, encore une fois, on voit que l'idée, à la limite, on aurait pu dire, le but c'était pas de réaliser ça pour permettre aux personnes en situation de handicap de pouvoir circuler à l'intérieur du projet, mais juste d'améliorer la connectivité entre les deux entités du projet et en projetant en même temps un espace agréable, une œuvre de paix, un espace retiré de l'ensemble pour pouvoir se retrouver entre nous. Donc on peut travailler sur la question de l'accessibilité universelle non seulement permet d'améliorer l'accessibilité à l'ensemble des personnes dites en situation de handicap, mais aussi permet d'améliorer dans l'absolu le cadre de vie des usagers. Merci pour votre attention. Nous allons essayer dans des vidéos à venir de prendre encore plus d'exemples qui nous focaliseront donc sur où nous allons prendre la totalité de la dimension de la programmation jusqu'au dispatching et la distribution. Merci pour votre attention.